Monsieur, bonsoir et bonsoir à vous, chers auditeurs du Jacques Roger Show. Soyez tous les bienvenus ce soir sur Analyse politique ou du moins à Analyse politique. Voilà. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici ce soir et nous avons donc avec nous aujourd'hui un invité, pas des moindres, un invité que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Un homme qui est très engagé dans la lutte pour la Côte d'Ivoire. Nous avons tous la même raison. Nous voulons tous voir notre pays émerger au vrai sens du mot. Nous voulons voir notre pays entrer dans la cour des grands, avec des grandes nations. Pas seulement que la Côte d'Ivoire a des ponts qui sont emportés par les pluies chaque année, mais nous voulons voir un pays équilibré où on peut avoir des pluies sans toutefois que les voies soient détruites ou bien que les maisons soient détruites, ou pire encore que des êtres humains perdent leur vie, vous voyez. Quand c'est des calamités naturelles, ça se comprend, c'est imprévisible, on ne peut rien y faire, mais quand il s'agit de quelque chose qui est récurrent, qui se passe pratiquement chaque année à la même période, le gouvernement devrait pouvoir agir. Donc voilà un peu, nous luttons pour la démocratie. Nous luttons pour que, en Côte d'Ivoire, les textes soient respectés, que nous puissions respecter les lois que nous sommes donnés. Alors ce soir, nous recevons le docteur Eric Eddy, que vous connaissez tous, et on va parler avec lui un peu du comité d'action pour la Côte d'Ivoire. On va parler un peu de tout ça. Alors je ne sais pas si le docteur nous a rejoint. Bonsoir Jacques, est-ce que le docteur est là? Bonsoir à tous, Sister Sarah. Moi, je vous reçois, je suis en ligne. Très bien. Nous vous recevons aussi. Merci. Bonsoir, docteur Eric Eddy. Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir à tous les amis auditeurs de cette émission. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Nous allons parler du CACI. Alors, nous allons vous présenter trois sections. Nous avons suivi votre conférence de presse le 29 mai, et vous l'avez eu à Washington dans le au National Press Club. Et donc, ce soir, nous voulons en parler un peu et puis aussi parler de la Côte d'Ivoire, bien sûr, puisque votre organisation, c'est le comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Alors, la première section, c'est que je voudrais d'abord que vous puissiez vous-même vous présenter par rapport à votre vie professionnelle et aussi par rapport au comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Merci, c'est ça. Je ne sais pas, quelquefois il est... Et d'abord, je voulais m'assurer que vous me recevez très bien puisque j'utilise un Bluetooth. Oui, on vous entend très bien, votre voix est bien claire. Merci. Alors, il est quelquefois très difficile de se présenter soi-même, mais je vais essayer de le faire. Mon nom à l'état civil, c'est Eric Eddy. Voilà, nom de famille Eddy, EDI tout court. Et puis, originaire donc de la Côte d'Ivoire, de la partie sud du pays Abé, enfant donc d'Azali. Je ne le dis pas pour mettre quiconque que ce soit en danger, mais je le dis pour démontrer encore une fois que nous sommes de la racine ivoirienne et ce qui justifie aussi les actions que nous continuons de mener. Sur le plan professionnel, très souvent, je suis désigné comme docteur Eddy. C'est parce qu'effectivement, je suis titulaire d'un doctorat de l'université de Temple, ici à Philadelphie, en Pennsylvanie, depuis 2005. J'ai enseigné dans le système universitaire américain, dans diverses universités et collèges, comme on le dit ici, donc depuis 2005 jusqu'à 2021. À la faveur donc du Covid, j'ai décidé de marquer un arrêt dans cette profession pour me reverser dans un autre domaine que j'ai su cultiver au même moment où je faisais de la recherche et de l'enseignement. Je vais parler donc du management des organisations de non-profit, comme on le dit. Présentement, je suis coordinateur principal de projet
pour l'Afrique de l'Ouest pour une firme internationale basée à Washington, D.C. Vous comprendrez que je ne veux pas la nommer à cause du contexte politique américain présent et les instructions fermes que nous avons reçues de la part donc des management de cette firme-là, de cette firme, pardon, dans ces moments difficiles que les ONG à la fois nationales et internationales traversent ici aux États-Unis. Voilà un peu donc présenter ma carrière professionnelle, qui je suis, puis produit aussi quand même du système éducatif ivoirien. J'ai fait toutes mes classes en Côte d'Ivoire jusqu'à l'université d'Abidjan. Je suis arrivé aux États-Unis avec une bourse accordée par le Fulbright, comme on le dit, par le département d'État américain. Et puis, depuis là, nous sommes là où nous sommes. Bien entendu, si c'est Sarah, je voulais terminer donc cette présentation de moi-même en parlant du comité d'action pour la Côte d'Ivoire où je sais, en tant que secrétaire exécutif, ce que certains membres d'ailleurs demandent, une certaine actualisation ou bien un upgrade depuis 2012. Mais je sais que certainement, votre prochaine question aura trait à ça. Voilà un peu ma propre biographie. Je sais qu'elle n'est pas parfaite, mais comme je l'ai dit, il n'est pas facile de parler de soi-même. C'est toujours quelque chose qui est présent. Voilà. Bien sûr, mais je crois qu'on a eu l'essentiel. Hein. Il faut quand même qu'on sache si votre combat est légitime, parce que beaucoup se disent ivoiriens, mais ils n'ont pas d'amis de classe en Côte d'Ivoire, donc c'est important. C'est important. Je peux en citer pêle-mêle. Il y a un qui sert présentement de, je crois, ministre des, je sais pas, de l'intégration dans le gouvernement de M. Hassan Draman Ouattara, Ouattara Outabuna, avec qui j'ai fait l'école à Moscou, très civil. C'est dans cette école-là que j'ai fait mes premières classes d'ailleurs. Je suis resté du CP1 jusqu'à terminer en 3e. Je suis parti de cette école parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de série de second cycle après la 3e. Donc, j'ai aussi fait le lycée municipal de Koumassi. OK. Et ensuite, l'université d'Abidjan-Cocody. J'ai révisé à la cité universitaire de Yopougon et je connais les différentes péripéties que nous avons. Donc, vous avez bel et bien raison. Ça démontre aussi de la tâche que nous avons pour le pays. Voilà, merci. Alors donc, nous sommes entre nous Ivoiriens. Sister Sarah est aussi ivoirienne. Elle a fait l'université. Moi, j'étais du côté de l'Est de la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas du tout à Abidjan. Voilà, donc je suis passé d'Abengourou jusqu'au nord-est et puis je suis revenu à Abidjan sur l'université. Voilà, donc on a des amis de classe qui nous connaissent. Donc quand on parle de la Côte d'Ivoire, il faut que les gens se calment un peu et qu'on ne nous attribue pas des nationalités que nous ne voulons pas, d'ailleurs, n'est-ce pas, docteur Eric Eddy? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous sommes assez fiers vous me permettez, voilà. Oui, vous me permettez là justement de dire que il est grand temps de revenir donc sur cette question, de bien élaborer encore une fois la question donc de la nationalité ivoirienne en tenant compte d'un certain nombre de facteurs. Vous savez qu'en 1960, comme on le dit, la Côte d'Ivoire obtient son indépendance. Il y a un certain nombre donc de décisions, de lois qui ont été donc votées, qui ont été prises en tenant compte du contexte. C'est pourquoi quand les gens parlent du droit positif, il faut tenir compte du contexte, de l'évolution géopolitique, de l'évolution socio-culturelle pour définir un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps. Le CACI s'aligne sur un certain nombre de positions avec d'autres acteurs politiques ivoiriens, d'autres actrices aussi, qui pensent qu'il est grand temps pour les parlementaires, en tout cas ceux qui sont bien élus et qui sont patriotes, de s'asseoir et de réfléchir encore une fois à la question du code de la nationalité en Côte d'Ivoire. Cela va sans dire qu'il y a des pays comme le Ghana, comme le Libéria, où j'ai vu des compatriotes libériens, je veux dire des ressortissants libériens, qui se sont battus jusqu'à il y a 2 ans, obtenir par exemple que leur gouvernement, par le biais donc du Congrès libérien, reconnaissent et prennent cette loi-là pour accorder la double nationalité, par exemple. C'est en tenant compte du fait que des Libériens sont sortis massivement de leur pays à cause de la guerre, sont allés partout dans le monde. Beaucoup sont venus aux États-Unis à cause des liens séculaires entre ce pays et les États-Unis. Mais à un moment donné, on ne peut pas nier aux gens leur nationalité d'origine. Donc voilà la position aussi que le CACI prend et sur cette question de la nationalité.
Très bien. Merci, docteur Eric Eddy. Alors, tout de suite, hein, on va entamer la première section. Donc, on va parler du CACI. Le CACI, qu'est-ce que c'est? Le CACI, quel est son combat? Ça a été créé depuis quand? Vous avez déjà dit que vous en êtes le secrétaire général, c'est ça? Exécutif, pardon. Exécutif, voilà. Ce qui veut dire, en fait, que vous êtes le premier responsable. Oui, oui. C'est une lourde tâche que j'ai. Le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, CACI. Je m'excuse, vous avez terminé votre question? Oui, c'est ça. Allez-y. Allez-y. Présentez-nous, voilà. en fait, le CACI. Voilà, le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, donc en abrégé CACI, qui n'est pas, comme quelqu'un disait pour rire une fois en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parlait du CACI, certains se sont demandé, mais c'est qui est CACI? Vous voyez, comme si c'était une personne, hein, ce n'est pas CACI Jean, CACI Jean-Marc, etc., mais il s'agit du comité d'action pour la Côte d'Ivoire, CACI PAC. Le CACI a été créé en mai 2012. Précisément le 13 mai 2012. Le CACI est né en 2012, à ce jour-là, c'était précisément à la fête des mères de cette année-là. Et Sister Sarah, quand nous disons 2012, ça, pour tous ceux qui ont suivi quand même le développement politique en Côte d'Ivoire, ça devrait pouvoir vous rappeler que nous étions en pleine crise post-électorale. En ce moment-là, les organisations des Ivoiriens aux États-Unis qui se sont constituées et qui se sont placées sous le manteau des patriotes ont pensé, ont jugé utile de fédérer leurs forces pour créer une entité. Il y avait au moins 10 organisations qui se sont retrouvées à Maryland en 2012, à Silver Spring plus précisément, pour porter sur les fronts participaux, comme on le dit, ce qui est devenu aujourd'hui le comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Quelle était l'approche dès le départ? L'approche était que les partis politiques tels que le Front populaire ivoirien, parti du président Laurent Gbagbo, la LMP, mouvement politique qui a été créé en ce moment-là et qui rassemblait plus de 10 organisations et partis politiques, n'avaient plus d'audience auprès des décideurs américains. Et ça, je peux le dire à cause des nombreuses démarches, des nombreuses rencontres que nous avons effectuées, rencontres, délégations que nous avons conduites auprès des congressmen américains. Je me rappelle de cette rencontre avec feu le congressman James Inhofe, où il était clair que sur peut-être un exemple que je donne, 5 congressmen, il y avait peut-être un ou bien peut-être moins de un qui avait l'oreille pour la situation réelle en Côte d'Ivoire. Pour ces partis politiques-là, donc, qui n'avaient plus l'oreille et qui n'avaient plus d'audience ici, le CACI a essayé de jouer le rôle pour porter la voix donc, des patriotes ivoiriens, si vous voulez. Et c'est ce rôle-là que nous avons joué. Et notre position a toujours été, et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore d'actualité, que la Côte d'Ivoire a besoin d'une transition politique et pacifique pour engendrer, enfin pour amorcer son retour à un ordre démocratique normal. On en parlera davantage, mais voilà un peu ce que c'est que le comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Ben, si ça sera, je serai un peu dans le faux pour terminer sur cette question. Si je ne parle pas des péripéties, le CACI est un mouvement politique. Nous sommes partis d'un mouvement de soutien, mais en 2022, après avoir observé environ 15 mois de repos à la suite de l'échec du CNT en 2020 et de cette opportunité, nous avons marqué donc une pause et en 2022, lorsque nous sommes retrouvés à Silver Spring, la décision ou bien l'une des résolutions était de transformer donc cette organisation de soutien en un mouvement politique. Nous n'avons pas voulu justement, en parlant de mouvement politique, docteur Eric Eddy, j'avais voulu vous poser la question, est-ce que vous avez joué un rôle important dans la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo à cette époque-là? Oh ben écoutez, ça c'est peut-être une la palissade. Je voudrais d'ailleurs pour cela remercier quelques anciens membres du Front populaire ivoirien ici aux États-Unis, qui, je me rappelle, à la sortie du président Laurent Gbagbo,
ont organisé une séance de remerciement des Ivoiriens qui avaient pris une part effective dans la lutte. Sister Sarah, vous pouvez compter le nombre incalculable de rassemblements, de marches, comme on le dit, à Washington DC, à New York. Vous pouvez parler des rencontres, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit en Floride, que ce soit à Washington DC, à New York, à la rencontre donc des élus politiques américains et bien même des organisations des afro-descendants pour parler de la question du président Laurent Gbagbo. Je me rappelle bien qu'une de nos sections à New York a effectué un déplacement à La Haye aux premières heures donc, de ce procès. Là, lorsque le procès devait s'ouvrir, ils ont fait ce déplacement-là avec un mouvement qui s'appelle le December 12, un mouvement d'Afro-Américains très engagé pour les causes africaines. Oui, le CACI a participé effectivement, que ce soit financièrement, que ce soit du point de vue des idées, que ce soit du point de vue des rassemblements, nous avons participé à tout ce qui avait trait à la libération du président Laurent Gbagbo. Vous avez parlé de forums, vous avez parlé de conférences, vous avez parlé de communiqués dans les radios, vous avez parlé donc d'interviews comme nous sommes en train d'avoir. Nous avons fait tout cela. Et ça s'est soldé par ce résultat positif. Le président Laurent Gbagbo a gagné son procès. Salbré Goudé a gagné son procès. Les deux individus ont été libérés. En ce moment-là, nous pensions que les tenants du pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont arrivés de la vallée dont nous connaissons, allaient être gagnés par la sagesse, devenir un peu plus intelligents pour effectivement amorcer le processus de réconciliation militaire en Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. D'accord. Alors, quand vous parlez de parti politique, vous dites que maintenant, vous êtes un mouvement politique. Vous n'êtes plus simplement un comité qui s'assoit pour réfléchir sur la vie de la Côte d'Ivoire et entreprendre des actions, mais vous êtes en fait politiquement engagé. Je voudrais profiter pour poser toutes les questions qui tournent autour de cela en même temps pour ne pas qu'on fasse des back and forth. Donc, ma prochaine question, c'est celle-ci. Est-ce que vous êtes en coalition avec les mouvements, les nouveaux mouvements, les mouvements récents de l'opposition de Côte d'Ivoire? Nous avons la CAP Côte d'Ivoire, nous avons la coalition PPACI, PDCI, nous avons tous ces mouvements-là. Est-ce que vous êtes engagé auprès de ces partis politiques-là pour mener ce combat que vous êtes en train de mener? La première chose que je voulais dire pour répondre à votre question, Sister Sarah, c'est que nous avons pris la dénomination ou alors l'identité de mouvement politique qui n'est pas trop loin du parti politique parce que essentiellement le CACI se trouve à l'extérieur. Un parti politique se dirige, si vous voulez, directement à l'intérieur du pays. Première chose. Deuxième chose, nous avons pris aussi cette dénomination de mouvement politique parce que nous avions pour objectif aussi de coopter, pas d'aller puiser dans les partis politiques, mais de faire en sorte que des Ivoiriens peut-être qui ont des idéologies un peu différentes puissent se retrouver sous la bannière du patriote. Vous savez, le vocable de patriote n'appartient pas à la gauche, n'appartient pas à la droite uniquement, il appartient à tout Ivoirien qui connaît, qui comprend les enjeux du pays et les difficultés, les challenges qui se présentent à ce pays-là aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons décidé d'être un mois. Alors, est-ce que nous sommes en coalition et en alliance? Par le passé, nous l'avons été. Durant de 2012 à maintenant, nous parlons de 13 années. Pendant les 13 années, nous avions le premier partenaire que nous avions, avec qui nous avons travaillé, c'était le CNRD, dirigé en ce moment-là par le doyen Bernard B. Dazier. Ça a été d'ailleurs l'une des plus franches et les collaborations les plus productives que nous avons eues en ce moment. Mais le CNRD, bien entendu, aussi se mourait, et puis nous avons vraiment collaboré et travaillé avec tout. Aujourd'hui, vous parlez de la CAP. Le CACI n'est pas signataire, donc des documents fondateurs de la CAP, ça nous a quitté, même si vous voulez, un temps soit peu, mais cela ne veut pas dire que nous restons loin des activités menées par cette CAP. D'ailleurs, le lendemain de notre conférence de presse, le 30 à Washington DC, les organisations membres donc, et partis politiques membres de la CAP ont organisé un sitting devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous y étions. Le 20 mai, avant même notre conférence de presse, deux organisations, la section du PDCI-RDA de New York et le PPACI,
nous ont conviés à une manifestation qu'ils organisaient devant les locaux de l'ONU. Malheureusement, pour des raisons de calendrier, nous n'avons pas pu être là-bas, mais nous avons répondu présent que nous serons à cette manifestation. Les éléments du CACI qui avaient été désignés pour y être, comme je l'ai dit. Donc, voilà un peu le niveau de collaboration que nous avons avec ces partis. Le CACI, encore une fois, je vais le dire pour terminer sur cette question, se veut ce mouvement-là, qui est l'ami de toutes les forces qui travaillent pour le changement politique en Côte d'Ivoire. Bien entendu, il y a beaucoup de dissensions au cours de l'opposition. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition qui sont dans une ligne de conduite que nous agréons. Vous voyez, donc on ne parle pas de ceux-là. Mais si vous citez le PPACI, si vous citez la CAP, si vous citez donc les éléments qui sont dans la CAP, MGC, PDCI, RDA et URD et tout ça là, ce sont des partis dont les leaders ont été à un moment donné des gens que le CACI a approchés et des gens avec qui le CACI a eu, même par le passé et même présentement, des contacts et des échanges pour pouvoir avancer sur la chose de Côte d'Ivoire. Je parle même aussi du Front populaire du Premier ministre Kassingé. Oui, d'accord. Alors, pour être bien précis et bien clair, vous n'êtes pas une extension d'un quelconque parti politique de Côte d'Ivoire, mais vous êtes en partenariat parce que vous avez la même lutte politique. Si je vous ai bien compris. C'est correct. Merci. Ok, d'accord. Pour ne pas qu'il y ait de confusion et qu'on dise que non, c'est un parti politique voilé, c'est le PPACI qui est là, c'est le MGC qui est là, pour que ce soit clair pour tout le monde. Vous êtes un mouvement politique à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous luttez pour la Côte d'Ivoire et nous en sommes reconnaissants. Alors, on va continuer avec nos questions. Merci beaucoup pour votre temps. Alors, qu'est-ce que le CACI a apporté? On est toujours sur le CACI, hein, donc on va parler de ça. Qu'est-ce que le CACI a apporté jusqu'à ce jour à la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire ou sinon pour la démocratisation réelle de la Côte d'Ivoire? Alors, les actions que nous avons menées, est-ce que nous sommes, et quand je dis nous ici, et le CACI et même toutes les forces qui ont lutté, est-ce que nous sommes parvenus à inverser les tendances? Est-ce que nous sommes parvenus à faire bouger les lignes? Est-ce que nous sommes parvenus à influencer le débat politique en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous sommes parvenus enfin à faire reculer le régime en Côte d'Ivoire? Voilà un certain nombre de questions que nous pouvons nous poser. On peut utiliser donc ces questions-là comme étant des mesures, des indicateurs de notre succès. Mais il y a aussi d'autres indicateurs. Vous savez qu'on mesure. Moi, j'ai fait de la gestion de projet maintenant. Quand on veut mesurer donc le succès de ce qu'on fait, on mesure ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons mis dedans. Quelles sont les activités que nous avons menées. Vous voyez? Et puis, on mesure aussi l'impact de ces activités. Pour l'instant, je vais parler de ce que nous avons mis dedans. Précédemment, vous avez posé une question sur ce que le CACI a fait. Je vous ai parlé des différentes missions que nous avons menées auprès des ambassades. Pour vraiment éviter de ressasser le passé. Vous savez, en 2012 et 13, vers 14 même je pense, lorsque le régime de Ouattara avait entrepris de mener la chasse aux sorcières en territoire ghanéen, il avait été dit, ça c'était du temps du président Feu Atamil, que le régime ghanéen, en ce moment-là, avait changé donc de perspective et était prêt à collaborer avec les nouvelles autorités d'Abidjan pour faire arrêter et déporter et ramener en Côte d'Ivoire les Ivoiriens qui y avaient trouvé refuge. Nous avons mené une mission. L'ambassadeur Adjeman, qui était l'ambassadeur du Ghana aux États-Unis, nous l'avons rencontré. Nous, je veux dire le CACI, et il nous a assuré. Devant moi, je peux vous assurer qu'il a appelé son ministre des Affaires étrangères, donc son autorité de tutelle, pour poser la question. Et comme on comprend anglais, ils n'ont pas parlé en tui, ils comprennent anglais, directement, il a été rapporté que le gouvernement ghanéen n'avait pris aucune décision. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Toujours est-il que nous avons mené cette démarche. En plus de cela, comme je vous l'ai dit, que ce soit au niveau du Congrès, que ce soit au niveau du département d'État,
C'est lorsque nous sommes allés au département d'État, une délégation que moi-même j'ai conduite, que nous avons compris la pleine dimension de comment les Américains eux-mêmes comprenaient la crise ivoirienne. Par exemple, c'est là-bas qu'on nous a dit que la Côte d'Ivoire a 2 ambassadeurs. Et quand on leur a posé la question, pourquoi vous pensez que la Côte d'Ivoire a 2 ambassadeurs, ils ont dit, bon, ben, il y a un tel ambassadeur, et puis il y a un autre aussi, qui s'appelle tel. Je vais faire les noms ici. Il y avait un conseiller spécial du président Laurent Gbagbo, et puis il y avait un ambassadeur. Vous comprenez? Cette lecture-là, elle nous a permis aussi d'intégrer ça dans notre approche, comment nous marchons et comment est-ce que nous interagissons avec ces décideurs et ces hommes politiques américains. Nous avons mené ça. Ensuite, auprès de l'ambassade, j'ai cité le cas du Ghana, mais moi-même personnellement, au cours de la célébration de la fête de l'indépendance, 26 juillet, je crois de quelle année, du Libéria, j'étais à Washington DC, et l'ambassadeur Solonte du Libéria, avec qui je partage, j'avais on a des amitiés communes, je veux dire, j'ai profité de ces amitiés-là pour l'approcher. Il a donné la position de son pays. À cette cérémonie, il se trouvait aussi l'ambassadeur du Nigeria, que j'ai approché en ce moment-là et qui m'a dit, it's too late, Gbagbo must go. Vous comprenez? Il should have gone. Donc, ces genres de démarches-là nous ont permis aussi de les transmettre et de parler, de communiquer avec les partis politiques avec lesquels nous étions, si vous voulez, donc dans cette coalition. Donc, le CACI a un riche passé. Alors ça, ce sont les actions que vous voulez pour soutenir tout cela. Mais, Sarah, quand les gens vont en exil, ça veut dire qu'ils sont tous abandonnés en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont arrivés aux États-Unis. Le CACI les a soutenus financièrement. Des membres du CACI en ont hébergé certains. Il y en a qui étaient au Ghana. Sans encore une fois citer de nom, je peux vous assurer que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit à titre individuel, que ce soit à titre du CACI, nous continuons de soutenir un certain nombre. Depuis leur temps d'arriver en exil au Ghana pour certains et jusqu'aujourd'hui pour d'autres. Donc nous avons fait ça. Les organisations politiques et les partis politiques comme le Front populaire ivoirien ont organisé plusieurs séances de levée de fonds. Le CACI a contribué. Nous avons contribué. Et tout ça, là, ça fait partie de la lutte. Maintenant, la question essentielle, c'est celle des idées. Le CACI, depuis sa création, a organisé d'abord en 2018 un premier colloque. Ce qui est sorti de ce colloque-là, c'est que nous avions publié notre position, encore une fois, sur la question de la transition politique et pacifique en Côte d'Ivoire. Nous avons un document qui détaille cela, et ce document-là, nous l'avons distribué, partagé. Nous en avons discuté avec les chefs des partis politiques. Nous étions heureux et avons été très heureux de savoir qu'en 2020, enfin, les partis politiques en Côte d'Ivoire de l'opposition ont adopté cette question de la transition. Est-ce que c'est sur la base de ce que nous leur avons proposé? Je ne vais pas répondre à ça de cette façon, mais je sais au moins qu'en 2020, toute la Côte d'Ivoire a entendu dire que l'opposition avait créé un organe pour négocier une transition politique en Côte d'Ivoire. Voilà les contributions que nous avons amenées. Et il y en a, si vous voulez, pêle-mêle. Maintenant, ça, ce sont les indicateurs de ce que nous avons fait. Les indicateurs de est-ce que nous avons pu faire bouger les lignes. Le régime de Ouattara est encore là. La liste électorale, toujours défectueuse, est encore là. La commission électorale, qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, est encore là. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a quand même des résultats en dents de scie. Parce que si aujourd'hui encore, c'est Sarah, vous appelez des gens en Côte d'Ivoire, vos parents, vos amis, qui vous disent, nous-mêmes, on ne sait même pas ce qui va se passer pendant les vacances, on cherche où on va partir à cause de ce qui va arriver. Si les gens continuent d'avoir peur à cause des élections qui vont arriver, ça veut dire que, en tant qu'opposition, nous ne sommes pas encore véritablement parvenus à inverser les tendances et à faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, un arsenal résolument démocratique se mette en place. Oui, parlant d'opposition d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette opposition aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'opposition n'arrive pas à marquer le clou? Parce que jusque-là, on voit des actions, mais on ne sait pas vraiment quel est le problème. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette opposition qui fait en fait son vrai problème et qui est la cause de cette stagnation? Il faut d'abord commencer par louer les mérites
de ceux qui, malgré tout ce que nous voyons, continuent de donner de la voix. Ce n'est pas facile et reconnaissons ça. Je ne vais pas me mettre dans une perspective de lapidation, si vous voulez, donc de ceux qui sont beaucoup plus sur le terrain, mais nous sommes tous sur le terrain, hein, parce que l'échiquier politique ivoirien, ce n'est pas simplement la Côte d'Ivoire, c'est aussi à l'extérieur. Voilà. Mais quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés qui font qu'aujourd'hui, l'indicateur majeur qui serait de faire reculer, hein, ce terme que j'utilise, le régime de Ouattara n'est pas encore là, l'opposition a connu beaucoup de problèmes. L'opposition a connu beaucoup de dissensions et continue d'en connaître. L'opposition continue et a continué aussi et continue de récolter le fruit d'un certain nombre de pas qui ont été faits et qui n'ont pas peut-être été vite rattrapés. Je donne un exemple. Vous savez, pendant longtemps, l'opposition en tant que telle a boudé la question de l'enrôlement sur les listes électorales. Même en temps normal, je dis bien même en temps normal, il est difficile d'amener les Ivoiriens. Surtout quand ils sont ceux qui sont dans les contrées reculées, hein, les zones rurales et tout ça, il est difficile d'amener les gens à établir des pièces d'identité. Il est difficile d'amener les gens à s'enrôler. Il est même difficile d'amener les gens même à établir des certificats de naissance. Comme je le dis, moi, quand j'étais encore étudiant en Côte d'Ivoire, j'étais le vice-président de l'amicale des étudiants du canton Corse. Canton Corse, c'est le pays Abé, c'est l'un des 5 cantons du pays Abé. Mais dans les villages, on se rendait compte qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas d'extrait de naissance. Moi, j'ai demandé à certains de mes oncles, mais pourquoi vos enfants là-bas à l'école n'ont pas d'extrait de naissance? Ils m'ont dit ceci. En Abé, je vous traduis ça littéralement, que si on fait l'extrait de naissance quand l'enfant entre au CP1, le temps qu'il arrive au CM2, l'extrait de naissance sera daté. Ça veut dire que l'enfant là, on n'est pas sûr qu'il fasse un parcours correct. Il peut redoubler. Le temps qu'il arrive au CM2, si il a déjà fait l'extrait de naissance, ça va pourrir. Donc ils attendent jusqu'à ce que l'enfant soit aux portes de l'entrée en 6e là. On va lui faire un jugement supplétif. Voilà les conditions dans lesquelles les gens étaient. Est-ce que ça vaut encore aujourd'hui? Est-ce que ça vaut pas aujourd'hui? À plus forte raison, aller parler des gens qui doivent s'inscrire sur des listes électorales. Vous voyez? Malgré ces difficultés, ou bien en plus de ces difficultés, pendant longtemps, les partis de l'opposition aujourd'hui ont boudé les inscriptions sur les listes électorales. Ça a permis donc la vanne étant ouverte pour permettre au régime en place de faire le bourrage que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a d'autres facteurs aussi qui ont contribué et qui ont concouru à ça. Un autre problème de l'opposition, c'est, je vais dire, quand on parle comment on appelle ça, je ne vais pas parler du remplacement donc, des classes, mais je veux dire la jeunesse, ok, au sein donc la place des jeunes dans l'échiquier, sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça mine. Voilà, ça mine. Je pense que, Sister Sarah, il y a un document que j'avais écrit en son temps où je parlais d'un certain nombre de dictatures. J'ai parlé de la dictature de l'âge, de la dictature de l'argent, de la dictature de l'ethnie, et puis en gros aussi, je pense de la dictature du parti unique. Mais la dictature de l'âge et la dictature de l'argent sont aussi deux des raisons pour lesquelles l'opposition est là où elle se trouve aujourd'hui. Il n'est pas facile d'être un leader politique dans notre pays en Côte d'Ivoire. Il n'est pas facile d'être un leader politique en Côte d'Ivoire. Parce que la population a été habituée à avoir des perdièmes, de l'argent, de ceci, des gratifications, etc. Quand il n'y en a pas, c'est très difficile. Ouais. Alors, donc, je mets tout cela ensemble pour dire que l'opposition est à la traîne, mais en même temps aussi, il ne faut pas oublier le rôle que joue le régime en place. Voilà, il ne faut pas oublier le rôle que joue le régime en place. Quand vous avez un régime, celui-là, qui utilise d'abord la violence physique, qui utilise la violence de l'argent. La violence de l'argent, ça veut dire quoi? Il faut appauvrir les gens. Il faut leur donner à manger au moment où on a besoin d'eux. Ça aussi, c'est une violence. Vous voyez? Alors, tous ces éléments-là, je pense que concourent à faire amener l'opposition dans un stade de balbutiement. Nonobstant ce fait, le docteur Eri Déby pense qu'il demeure encore dans cette opposition en Côte d'Ivoire et il demeure encore en Côte d'Ivoire d'ailleurs
que ce soit dans l'opposition, que ce soit partout, des hommes et des femmes qui sont capables de réfléchir Côte d'Ivoire. Et ça, c'est mon optimisme brillant. D'accord. Permettez-moi de m'arrêter sur cette question-là pour ne pas encore davantage. Bien sûr, bien sûr. Merci, docteur. Alors, vous avez fait la conférence le 29 mai, voilà. Et dans cette conférence, vous avez parlé de 5 risques. Et le plus important, selon vous, c'est, vous avez insisté là-dessus, c'est la commission électorale. Évidemment, la commission électorale vient avec le découpage électoral, le processus d'enrôlement sur les listes, etc. Voilà, donc je voudrais quand même, si vous pouvez nous rappeler ces 5 risques, et comme ça on pourra vous poser quelques questions là-dessus, parce qu'il y a certainement des personnes qui n'ont pas suivi votre conférence de presse. Merci. Merci de cette opportunité-là. Et la conférence de presse, je voulais d'ailleurs remercier le promoteur de cette chaîne radio, Jacques Roger, qui a couvert l'émission, qui en a fait un bon résumé et qui est à diffuser. Donc, vous pouvez aller, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi, sur le réseau donc, de Afrique 2050 et vous retrouverez très certainement la vidéo, le résumé donc, de cette conférence de presse. Effectivement, à cette conférence de presse, nous avons établi un certain nombre de risques, en posant d'abord comme postulat que la Côte d'Ivoire en 2025 devrait normalement, dans son calendrier électoral, aller à une élection. Dans tous les pays du monde et qui se veulent des pays donc, de démocratie, les élections sont, c'est vrai, un facteur de division parce que c'est vraiment un moment où les forces sont vraiment, le discours est polarisé. Mais les élections sont censées être un point de ralliement. Quand tout se passe bien et quand tout se déroule bien. Malheureusement, pour nous, et nous ne sommes pas les seuls à avoir cette position, quand bien même notre démarche peut être unique, nous pensons que les élections qui arrivent en Côte d'Ivoire, les signaux sont en train de clignoter. Clignoter dans le sens qu'il y a véritablement un danger. Les risques facteurs que nous avons donc identifiés sont 1. La structure, le mode d'opération et les accomplissements de la commission électorale indépendante. C'est le premier danger que nous avons identifié. Le deuxième danger que nous avons identifié, c'est celui des candidatures. Là, nous avons parlé de l'exclusion donc d'un certain nombre de personnes de la liste électorale, automatiquement donc les excluant de la compétition. Ensuite, nous avons parlé du troisième risque, c'est le manque de confiance grandissant au système judiciaire en Côte d'Ivoire. Parce que le système judiciaire joue un rôle dans le processus électoral. Nous avons parlé de la sécurité comme un quatrième point, donc quatrième risque facteur de risque. Et puis, les disparités sociales, les disparités économiques comme cinquième risque. Pour le premier, la commission électorale, ce que nous avons essayé de faire au cours de cette conférence de presse, c'était de rappeler que dans un premier temps, l'idée de la création d'une commission électorale en Côte d'Ivoire est partie du constat que pendant plusieurs années, en tout cas de 1960 jusqu'à 1990, et même un peu au-delà, l'entité qui organisait les élections n'inspirait plus confiance. C'était le ministère de l'Intérieur et de la direction de l'administration territoriale. Tout le monde en Côte d'Ivoire se rappelle de M. Hippo Lago. Mais je ne vais pas insulter ce monsieur, ni encore moins sa famille. Je vais dire simplement pour rappeler. Mais il n'est pas, si vous voulez peut-être personnaliser l'institution, mais il n'est pas l'institution. C'était un système qui était là. Donc c'est un peu gauche de ma part de citer le nom de ce monsieur. Mais toujours est-il que la direction de l'administration du territoire était l'entité qui organisait ces élections-là. Il y a eu un manque de confiance. En 1990, les partis d'opposition en Côte d'Ivoire ont jugé que pour que des élections soient crédibles en Côte d'Ivoire, il fallait créer une entité qui soit autonome, qui soit indépendante, qui n'ait pas l'influence des acteurs politiques, de sorte à ce que
tout le monde, électeurs, électrices, candidats hommes, candidats femmes, ait confiance au processus électoral de bout en bout, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. La commission électorale fait donc des revendications et finalement, en 2021, une commission électorale a été créée qui a organisé les élections de 2000, qui ont vu le président Laurent Gbagbo arriver au pouvoir. Mais là encore, donc je veux dire qu'à chaque fois, est-ce que la question que nous avons posée est de savoir est-ce que cette commission électorale a atteint ses objectifs? Ça veut dire, est-ce que la commission électorale, depuis sa création, depuis son opération, depuis son introduction dans le système politique ivoirien, a atteint son objectif? L'objectif était lequel? De crédibiliser le processus électoral. Alors quand vous regardez les joutes électorales de 2000, ensuite la joute électorale de 2010, et vous regardez la joute électorale de 2015, la joute électorale de 2020, et la prochaine joute électorale qui arrive en 2025, est-ce que nous pouvons dire que la commission électorale est en train ou bien a atteint son objectif? La réponse que le CACI a donnée à cette question est un raisonnement et retentissant non. Non, pourquoi? Parce qu'en 2000, il y a eu manque de confiance dans cette structure-là. Au moment où les élections, les bulletins de vote étaient en train d'être dépouillés, c'est le régime militaire qui a appelé à la fin donc, de l'opération et a remplacé cette entité. Est-ce que c'est juste ce que le régime militaire a fait en ce moment? Est-ce que ce n'est pas juste? Ce n'est pas ça la question. La question est que le travail de la commission électorale a été perturbé par manque de confiance. En 2010, c'est la plus grave crise électorale que la Côte d'Ivoire a connue. Manque de confiance et méthode de travail donc, de cette commission électorale. Alors, quels sont les problèmes? On dit qu'on veut créer une commission électorale indépendante. C'est le juriste Geoffroy Bayet qui le dit très bien et je vais emprunter et paraphraser ce qu'il dit. La commission électorale devrait être indépendante des acteurs, c'est-à-dire de qui? De l'État, donc l'institution étatique, mais devrait être aussi indépendante des acteurs, c'est-à-dire les partis politiques et les mouvements politiques. Or, tel que composée, la commission électorale elle-même renferme les germes de son propre dysfonctionnement et de sa propre destruction. Ouais. Donc, voilà les éléments que nous avons identifiés. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il y a une commission électorale qui refuse d'écouter certains acteurs. Les partis de l'opposition demandent depuis longtemps l'audit de la liste électorale. La commission électorale devrait, avec le budget énorme qui lui est alloué chaque année, elle devrait se dépêcher pour le faire. Pour instaurer, gagner la confiance de ces acteurs politiques. Parce que tout processus électoral repose sur la confiance des acteurs. La commission électorale, par son président, le magistrat le plus intelligent de Côte d'Ivoire, refuse de céder à cette requête jusqu'à aujourd'hui. Étrangement, tout le silence du régime au pouvoir. Donc, il y a danger. Ensuite, les listes qui ont été publiées, les experts des différents partis politiques, et je veux dire que le CACI n'a pas eu cette capacité-là de pouvoir auditer en son propre sein ces listes-là, mais nous nous appuyons sur les résultats des audits des experts des autres partis politiques, surtout de l'opposition, qui ont trouvé des anomalies. Les seules anomalies-là sont vraiment assez criardes. Vous avez parlé du découpage électoral, même à l'approche de l'élection, vous voyez qu'il y a un décret qui a été pris par M. Alassane Dramane Ouattara pour refaire le découpage électoral. Alors, ce que nous avons tiré comme conclusion sur ce premier point, c'est que toutes les dispositions prises jusqu'à maintenant violent le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et sur les élections, sur les élections et la démocratie. Tous les points de ce protocole-là, je crois au chapitre section 2 de ce protocole-là, sont violés par les dispositions qui sont prises en compte. Je vais, pour ne pas trop m'étaler, sur les autres risques, mais le premier risque, le plus dangereux que nous avons identifié, c'est celui de la commission électorale, et voilà comment nous avons justifié cela. Voilà.
Merci. Alors, je voudrais maintenant vous poser un autre groupe de questions. Voilà. Aujourd'hui, vu la situation politique, le président Alassane Ouattara a décidé d'éliminer M. Tidiane Thiam de la liste électorale. M. Gbagbo Laurent n'y est pas, M. Blé Goudé non plus, M. Soro Guillaume est en exil. Quelles sont vos perspectives pour permettre justement à votre combat d'être remarqué? Et cette question veut en même temps dire, est-ce que vous êtes remarqué par le gouvernement en place? Est-ce que le gouvernement sait qu'il y a une force extérieure qui pose des actions qui sont vraiment, qui dérangent le gouvernement? Voilà un peu la question. Vos perspectives et puis je serais étonné que le gouvernement en place qui est habité par la paranoïa, il ne faut pas écouter quelquefois les turiféraires de ce régime-là et permettez-moi le langage, entre griffes, les apesmandis de ce régime-là qui quelquefois vont dire un certain nombre de choses comme si... On les appelle aussi les papatos. Les papatos, voilà. Donc là, ça devient apesmandi, vous voyez que c'est multiplié par 3. Qui vont faire semblant ou bien qui vont dire des choses tendant à faire croire qu'ils ne remarquent pas. Sur ce plateau de Jacques Roger, plusieurs fois nous avons échangé avec M. Kokora Nzi, qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire est devenu l'interlocuteur peut-être favori du RDR. Ils savent. Et je dis aussi qu'ils le savent en me référant à des difficultés que nous avons rencontrées aussi personnellement dans un certain nombre de choses. Ce n'est pas fortuit. Nous avons écrit plusieurs fois dans la presse. Ici, nous avons, surtout aux États-Unis, mené plusieurs actions et vous avez des détachements donc, de ce régime-là ici. Maintenant, jusqu'à où est-ce que ça s'est pris en compte ou alors intégré dans leur calcul donc, de répression? Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je peux dire au moins que pour les éléments du CACI, pour les membres du CACI, nous sommes très conscients que l'échiquier politique ivoirien ne se limite pas simplement aux 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Ça se passe aussi en dehors de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez Kandia Kamara, vous voyez Touré Mamadou se déplacer en France pour tenir un meeting, ça veut dire que l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas simplement sur le territoire ivoirien. Quand vous voyez qu'il y a des enrôlements qui se font dans la diaspora et qu'on veut que les membres diaspora participent aussi à l'élection ou bien aux différentes élections, c'est la pleine conscience que les Ivoiriens ne sont pas simplement dans leur pays, ils sont aussi en dehors de ce pays-là, on les appelle la diaspora. Donc, ce que nous faisons, nous pensons marque surtout nos prises de position. Je vous ai dit, même sur cette antenne de Jacques Roger, notre appel à la transition, très souvent, a été contré et mal entendu, mal compris, pardon, je veux dire, par un certain nombre de personnes qui pensent que le CACI est toujours pour une action de force, etc., etc. Mais nous leur disons que, quand nous parlons de transition politique en Côte d'Ivoire et pacifique, nous nous appuyons sur 3 exemples. D'ailleurs, même notre texte et notre approche est basée sur 3 exemples. Le premier exemple, c'est celui de la transition politique que Monseigneur De Souza au Bénin a appelé le changement de paradigme. Au Bénin, en 1989, il n'a pas eu de coup d'État contre Kérékou. Mais il y a une transition qui s'est effectuée. Kérékou est resté au pouvoir, président, mais il y a eu un Nicéphore Soglo qui est devenu Premier ministre. Et ça a mené le Bénin à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a aussi l'exemple que nous a donné un Ivoirien pur sang. Je veux parler du professeur de droit, Francis Baudier, qui aux premières heures du multipartisme en Côte d'Ivoire avait proposé la conférence nationale. Ça n'a jamais eu lieu, c'est vrai, mais il a proposé la conférence. Nous avons étudié son document et nous pensons qu'il y a de bons éléments appuyés. Et le troisième élément, ou bien le troisième exemple que nous utilisons
pour promouvoir notre élément de eux, ou bien pour fonder notre approche de la transition, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. La CODESA, hein, la coalition pour une Afrique du Sud démocratique, c'était un rassemblement de tous les partis, y compris même le parti nationaliste qui avait mené l'apartheid en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit l'Afrique du Sud que nous connaissons aujourd'hui, qui vient de célébrer d'ailleurs même l'année dernière en avril les 30 ans de la loi de la majorité, si vous voulez. Depuis que 1994, Nelson Mandela a gagné les élections, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ANC qui dirige le débat. Mais même avec ça, le pouvoir de l'ANC, vous voyez, est en train de s'effriter. Ce n'est plus la majorité absolue que l'ANC a. Mais je vais dire par là que ces trois éléments-là sont les bases de notre analyse et de notre conception de la transition politique que nous proposons en Côte d'Ivoire. Donc, si ça sera, pour terminer sur votre question, est-ce que ce régime-là est au point? Ce régime-là a tellement de paranoïa, il est tellement paranoïaque, ce régime-là est tellement attristé et appelé. Ouais, les régimes qui utilisent la force-là, ce sont des régimes qui ont, en réalité, ce sont des régimes de peur. Quand vous entendez Mamadou Touré aller en France et puis parler avec désinvolture, dire aux gens qu'ils mentent, ils mentent. Quand vous voyez Kandia Camara se déverser, est-ce que quelqu'un a quai? Bon, tout ça là aussi, ça s'appelle des ministres, ou bien ça s'appelle des présidents du Sénat, ou bien de quoi et autres, tout ça, c'est en réalité la manifestation de la peur. C'est ce que ça veut dire. On n'est pas serein. Sinon, quand on est serein, on ne tient pas des propos de la sorte. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester dans l'expectative d'effrayer les gens. Donc, ils savent, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'extérieur, ils savent les forces qui sont positionnées contre ce régime. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas, Jacques, si nous avons des auditeurs qui voudraient intervenir et poser quelques questions au docteur. Bonsoir, Sister Sarah. Oui, bonsoir, M. Adjaï, vous allez bien? Vous avez des questions pour le secrétaire exécutif du CACI? J'ai juste une question. Bonsoir, docteur. Je vous réponds. Bonsoir, frère Dama Adjaï. Merci. Alors, je vais l'entendre que CACI est maintenant un mouvement politique. Alors, je voudrais savoir, vous avez déjà fait la rentrée politique ou à quel moment CACI est devenu parti politique? Je voudrais juste avoir une idée. Vous avez utilisé deux termes. Il y a un dedans seulement que j'ai utilisé. J'ai utilisé le terme de mouvement politique. Okay. Et je n'ai pas utilisé le terme de parti politique. Quand bien même le fossé ou alors la distinction entre les deux peut être vraiment très minime. Mais nous avons choisi la dénomination de mouvement politique. Cette décision-là, elle a été prise en 2022, en décembre 2022, lorsque nous sommes retrouvés en un conclave, comme je l'ai dit, à Silver Spring, à Beltsville, dans l'État de Maryland. Nous avions pris donc cette décision-là après avoir observé environ 15 mois d'arrêt de travail pour réfléchir sur les orientations en fonction de l'échec du CNT en 2020. Et vous savez qu'en tant que membre de l'opposition, Laurent Lama, je suis sûr que tout le monde a pris ça comme un gros coup parce que c'était un tournant décisif qui n'a pas abouti. Ça aurait donné à la Côte d'Ivoire un nouveau souffle. Donc nous avons marqué un temps d'arrêt. Mais lorsque nous sommes revenus pour analyser encore une fois, parce que c'est ce que nous savons faire au CACI aussi, c'est d'analyser les actions que nous posons, nos forces et nos faiblesses, et de voir là où il y a des efforts à faire, et il y a là où il faut multiplier nos ardeurs. Donc, on n'est pas dans le déni, donc de ce qui peut paraître comme des faiblesses. Mais lorsque nous sommes retrouvés en 2022, en décembre justement,
nous avons décidé d'élever le CACI comme un mouvement politique, donc de quitter la règle des mouvements de soutien pour en faire un mouvement politique à part entière. Maintenant, ça aussi, ça demande une autre forme donc de lutte, une autre forme de démarche, une autre manière de marcher pour atteindre donc ces objectifs-là. Ça veut dire tout ce que ça veut dire en termes d'institution, en termes d'organisation, en termes de structuration, en termes donc d'idées et de comment est-ce que nous transmettons aussi nos idées. C'est pourquoi Laurent Dama, lorsque Sister Sarah a posé la question tout à l'heure de savoir avec qui nous sommes en partenariat, nous avons donné cette position et cette réponse. Par le passé, avant 2022, la position ou la réponse à une telle question aurait été complètement différente. Maintenant, est-ce que ça veut dire que dans cette opposition-là, nous devenons aussi des opposants, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il y a, comme je l'ai dit, des organisations et des partis de politiques de l'opposition qui ont une ligne d'action qui ne rencontre pas notre sentiment très nécessairement. Mais en même temps aussi, il y a un certain nombre de partis politiques. Et nous leur manifestons ça tout le temps. Comme je l'ai dit, le 20 mai, pour ceux qui nous ont invités pour la marche à New York, et pour le PPACI, le PDCI, section délégation de New York, pour ceux qui nous ont invités à la manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire le 30 mai, je vais parler donc des organisations de la CAP, nous avons répondu présent. Parce que dans notre calcul, dans notre démarche, je vais dire le quartier, et dans notre philosophie, jusqu'aujourd'hui, toutes ces entités-là qui forment les différents groupes dont je viens de parler ne sont pas encore pour nous des entités qui ont basculé, si vous voulez, dans le camp du régime au pouvoir ou bien qui ont une ligne que nous n'agréons pas. Vous voyez. Mais lorsque nous aurons déterminé, après réflexion, en séance de travail, notre ligne politique n'agrée plus X, Y et Z, notre comportement vis-à-vis de ces formations politiques-là se fera savoir et puis les gens nous diront. Donc, Laurent Dama, voilà la réponse que j'apporte à votre question. Merci de oui, docteur Eric, je voudrais ajouter à cette réponse-là une question. Excusez-moi, M. Dama, je viens vers vous. Quels sont les partis dont vous vous sentez proche? Quand vous regardez vos textes et votre combat, quels sont les partis politiques qui sont proches de vous sur le plan idéologique? Vous posez une question très tendancieuse à Sister Sarah et je vais faire quelque chose que les invités aiment faire, c'est d'utiliser un jockey. Je vais utiliser mon jockey cette fois-ci-là pour ne pas répondre à la question comme vous espérez que je Pourquoi? Parce que simplement, et encore une fois, en tenant compte de l'expérience du CACI, de l'expérience de ce que nous avons voulu bâtir, il y a des moments où nous avons exprimé des positions de façon sincère et qui ont causé entre griffes des jalousies ou bien des ah non mais pourquoi c'est pas moi qui t'ai dit ça, etc., etc. Parce que tout ça existe dans le combat politique. Vous comprenez? Mais je souhaiterais que les partis qui n'ont pas peur d'exprimer leur patriotisme, en une conférence à laquelle j'ai été invité une fois, deux fois même d'ailleurs, deux conférences, une fois à DC et une fois à Boston, je disais que malheureusement, à cause de ce que nous avons traversé, vous voyez que le vocable patriote a véritablement disparu. A disparu. Mais nous, au Cassé, on n'a pas peur de ce terme et de ce vocable. Et j'encourage d'ailleurs les Ivoiriens à la reprendre. Donc je dis aux formations politiques, à la fois ivoiriennes, qui se veulent aussi panafricaines, que le CACI est leur meilleur allié. Ce mouvement politique-là est leur meilleur allié. Si ils ont la fibre patriotique, le CACI est leur meilleur allié. Ça devrait répondre à la question que vous avez posée. Parce que celui qui ne sera pas suffisamment patriotique, quand on va se croiser pour parler là, ils sauront qu'il y a des choses là-dessus lesquelles on ne marche pas et on ne peut pas marcher. Bien sûr, merci. Monsieur Adjaye, rapidement, et puis je vais aller vers M. Sissoko. Oui. Bien, frère Ricodé, je ne peux que nous féliciter pour le combat que nous menons sur toutes les formes. Mais la question est celle-ci. Nous voyons visiblement que notre pays est aujourd'hui en danger. Nous avons des gens qui sont venus au pouvoir pour eux. Ils doivent prendre la Côte d'Ivoire et vivre en Côte d'Ivoire sans nous.
aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour sauver notre pays? Merci, M. Laurent. La première chose pour sauver le pays, c'est qu'est-ce qu'on fait, hein? Donc, la première chose, c'est d'amener les Ivoiriens, ok, et les Ivoiriennes, et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, et toutes celles qui vivent en Côte d'Ivoire, à prendre conscience du danger, comme vous le dites, qui guette la Côte d'Ivoire. La prise de conscience, là, passe par ce que nous sommes en train de faire. Pour amener des gens à prendre conscience, on leur parle. Pour amener les gens à prendre conscience, on mène des campagnes de sensibilisation. Sur le plan politique, on dit on fait de la propagande. Ou bien on fait des tournées, etc. Il faut parler aux gens en prenant des exemples concrets. J'ai eu la chance, la grâce, le privilège, en 2024, d'aller au moins, je ne sais pas, un nombre, bon, entre 2023 et 2024, je veux dire, un nombre incalculable de fois à mettre les pieds en Afrique. En Côte d'Ivoire, l'année dernière, pour des raisons familiales et autres choses, j'y suis allé une fois. Mais, M. Laurent Dama, et ça c'est l'une des questions que le CACI a sur sa table, et je suis heureux que d'autres partis politiques aussi en parlent. Quand je suis arrivé chez moi, et quand je dis chez moi, je vais parler de mon village, des jeunes frères, des neveux, des nièces qui ne m'avaient pas vu depuis longtemps et qui ne m'ont vu que peut-être à travers les réseaux sociaux, les journaux ou bien les interventions, si vous voulez, là, ça et là, m'ont dit, ah, tu es venu maintenant, il faut qu'on s'engage et il faut qu'on mène des combats. Mais je leur ai dit, l'un des premiers combats que nous devons mener, c'est d'arrêter de vendre les terres que nos grands-parents nous ont laissées. Vous êtes en train de tout brader. Ce n'est plus Abidjan seul. Et il faut qu'on arrête de jeter la pierre aux ébriers. Qu'on arrête de se moquer d'eux. Parce qu'aujourd'hui, dans toute la Côte d'Ivoire, on vend les terres. C'est un danger. Comment arriver à faire cela? Parce que c'est simple, comme je disais à ces jeunes-là, de dire, oui, vraiment, il faut qu'on se batte pour que, oui, on reprenne le pouvoir politique. Et ça veut dire quoi le pouvoir politique? Ça ne donne pas à manger. Ce qui donne à manger, c'est la terre. Parce que c'est là-bas qu'on travaille, c'est là-bas qu'on cultive les VA, palmiers à huile, ce que vous voulez, cacao, café, tout ça, pour vendre, pour avoir de l'argent. Et même la terre. C'est pourquoi nous nous alignons et nous allons même au plus loin. Là où le leader des ADCI, que je salue, Assali Teboko, parle d'établir un moratoire sur la terre pendant plus de 3 ans pour réfléchir, nous allons plus loin pour dire que nous allons faire comme au Libéria où la terre ne sera plus la propriété de l'État, mais la terre sera rétrocédée, c'est-à-dire le droit foncier va appartenir au peuple, aux populations. Au peuple, aux populations. Commençons par ça. Et maintenant, ajouter à ça l'interdiction formelle de vendre les terres. Parce qu'il y a un danger qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc, Laurent Dama, pour répondre à votre question de façon très succincte et aller rapidement, il y a un certain nombre d'actions concrètes. La première chose, c'est la prise de conscience. L'éveil de conscience. Et cet éveil de conscience-là ne peut se faire que autour des éléments d'intérêt pour les gens. Quand il pleut aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les torrents que nous voyons, avec l'effet dévastateur de la pluie, mais il faut mettre les géomètres à vue de preuve pour nous dire pourquoi est-ce que nous sommes en train de voir ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que ce sont les canalisations qui font défaut? Pourquoi les canalisations font défaut? Ce sont ces intérêts-là. Quand vous avez des habitations qui sont détruites, quand vous avez des marchés qui brûlent, ou bien des marchés qui sont détruits, et qu'on dit qu'on va reconstruire, et qu'après la reconstruction, ceux qui étaient dans ces marchés-là, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, vous avez plus de 80% de la population qu'on dit qui travaille dans le secteur informel, et puis on tarde à professionnaliser, pour ne pas dire à formaliser ce secteur informel. Voilà les centres d'intérêt sur lesquels les partis politiques, les mouvements politiques, les organisations devraient travailler pour continuer et contribuer à éveiller donc les consciences là. Ça, c'est un travail que les partis politiques ne font pas très souvent.
Donc, Roland Dama, voilà où nous en sommes. De façon très concrète, c'est ce qu'il faut faire. Le CACI ne prône pas, ne prêche pas et ne fait pas l'apologie de la violence. Le CACI fait l'apologie de l'éveil des consciences et l'apologie d'une transition politique pacifique qui intègre toutes les entités politiques et toutes les forces politiques, y compris même l'entité qui est au pouvoir en ce moment. Vous comprenez? C'est tout ça qui fera la Côte d'Ivoire. Sinon, effectivement, il y a un gros danger qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Et on peut s'asseoir et déchiffrer, détecter, identifier et analyser chacun des dangers qui pèsent sur la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la question du foncier rural aujourd'hui, mais c'est un danger. C'est un danger. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas plus de 10 ans, les populations, les chefs coutumiers d'Azaguié se sont plaints du fait que, je ne sais même plus le nombre d'hectares de forêt qui avaient été, de la forêt classée, ont été déclassés. Et à l'issue de cette déclassification, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été loti et on a bradé à qui? On les cherche. Tout ça, ce sont des éléments qui menacent, vous voyez, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Quand vous avez, par exemple, des gens qui révèlent qu'aujourd'hui, un village comme Tomaté, dont on connaît comment ça a été créé, mais qui se trouve en zone à Béatier, aujourd'hui, il y a des populations qui disent on ne veut plus que ce soit un abeille qui soit chef, mais que ce soit tel. Ça, ce sont des éléments qu'il faut vraiment investiguer davantage pour savoir où se trouve la vérité dedans, dans un premier temps, mais en même temps aussi comprendre qu'il y a l'effet, il y a un danger là, il y a une explosion sociale qui guette en ce moment-là. Vous voyez? Donc, quand vous parlez de danger, moi, je peux vous donner ce danger-là en des termes beaucoup plus concrets, et c'est là qu'il faut faire le veille. Je m'excuse, j'ai été un peu plus long sur cette question du frère Laurent Dama, mais c'est l'une des menaces les plus factuelles qui menace la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Avec qui guette la Côte d'Ivoire. Je suis satisfait, merci. Merci, M. Adjaye. Alors, je voudrais dire bonsoir à M. Sissoko, qui, je pense, a une question. M. Sissoko, bonsoir. Bon, d'accord. M. Sissoko n'est pas là. Bon, alors, c'est ça. Alors? Oui. Oui, bonsoir. Mon micro n'était pas ouvert. Bonsoir. Allez-y alors pour votre question. Ouais, j'ai dit bonsoir à votre invité. J'ai deux questions, mais si ça sera, si vous me permettez. Allez-y, posez les deux questions en même temps. Et voilà, puis pas de souci. Voilà. Ma première question, pourquoi Alassane Ouattara veut se maintenir au pouvoir en violant la constitution ivoirienne? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi l'opposition ivoirienne n'arrive pas à atteindre son objectif à moins des élections? Parce que tout ce que l'opposition a demandé jusqu'à présent, rien n'est respecté par le pouvoir. Voici mes deux questions. S'il peut me satisfaire. Merci. Allez-y, docteur. Merci, monsieur Sissoko. Je vais commencer par la deuxième question qui est beaucoup plus proche. Pourquoi est-ce que l'opposition n'arrive pas à un an, donc il y a moins même de un an de ces élections-là, à obtenir donc ce qu'elle souhaite? J'ai répondu tantôt à cette question, mais je vais essayer de revenir sur quelques éléments. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. Je vous ai dit, par exemple, que c'est une opposition où il y a des hommes et des femmes. C'est une opposition qui peut être aussi liée par des questions d'ego. C'est une opposition qui peut être aussi menée par des dissensions idéologiques. Ce n'est pas parce que tout le monde est dans l'opposition que tout le monde nécessairement... Excusez-moi, docteur Eric Eddy. Excusez-moi un instant. Tous ceux qui ne sont pas en train de parler, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Parce qu'on a un écho. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'opposition, toutes les formations qui sont dans l'opposition qui sont forcément sur le même pied d'égalité sur comment arriver au pouvoir et que faire en cas d'arriver au pouvoir. Vous voyez même aujourd'hui de grosses formations politiques qui sont dans des alliances différentes. En 2020, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'échec de cette de la transition du CNT, par exemple. On
on se jette la pierre ci et là, qui devait diriger, qui ne devait pas diriger, qui était dedans, qui n'était pas dedans, qui est traître, qui n'est pas traître. Aujourd'hui, dans l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il y a de meilleur. En plus de ça, je vais vous dire que on casse trop les papous en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous voyez, il y a une très mauvaise utilisation, un effet néfaste des réseaux sociaux aujourd'hui qui devait en réalité, et de l'Internet, qui devait être aussi un élément important pour la lutte politique, mais qui malheureusement peut être aussi sujet à très mauvaise utilisation, produisant donc un effet contraire. Aujourd'hui, il y a trop de cassements de papos. Trop de cassements de papos. Donc, dans cette atmosphère-là, n'oublions pas que l'opposition, ce sont des hommes, ce sont des femmes, qui ont des sensibilités, qui ont des émotions, qui ont des approches. Et la cassure que la Côte d'Ivoire a connue est tellement profonde qu'elle peut facilement faire naître un certain nombre de méfiances. Quand on n'est pas capable de triompher, on n'est pas capable de prendre le dessus sur ces méfiances-là, évidemment, on en arrive à une opposition qui est elle-même en son sein fragilisée. Ceux qui sont au pouvoir, là, je vous assure, hein, si demain matin on dit que la sœur Sissetara a pris le pouvoir, vous allez voir qu'ils vont être fragilisés. Pourquoi? Parce qu'il y en a parmi eux là qui vont se déliner pour dire je m'en vais ici, je m'en vais là-bas. Et quand vous avez un régime qui sait utiliser, qui sait appauvrir les gens, qui sait utiliser la chose financière, la dictature de l'argent, comme élément et force ou alors entité politique, il faut faire très attention à ça. On a beaucoup d'histoires que les gens nous racontent sur comment des gens ont été obligés de quitter leur obédience ou alors leur chapelle politique pour rejoindre une autre chapelle parce qu'il y a eu telle pression qui a été mise sur ces personnes-là. Mon cher frère Sissoko, voilà un peu ce que je peux dire sur pourquoi l'opposition n'arrive pas à véritablement faire reculer le régime qui est en place. Quelqu'un peut-être dirait que oui, c'est parce qu'on n'utilise pas les mêmes éléments ou alors les mêmes outils que ce régime-là a utilisé quand il était dans l'opposition. Mais on ne veut pas aller là-bas. Je vais parler des dabas, des houes, des maquettes et autres, tout ça qui sont utilisés. Mais on ne veut pas utiliser ça. L'opposition ne veut pas se mettre dans cette perspective-là. Pourquoi? Parce que les dabas, les houes et les maquettes, là, c'est ce qui a mis la Côte d'Ivoire là où on est. Aujourd'hui, vous avez une oligarchie en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que les gens ont promis comme retombée, quand vous regardez les chiffres de la Banque mondiale sur la paupérisation, c'est-à-dire la pauvreté en Côte d'Ivoire, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Quand vous regardez ce qui se passe sur les engagements de notre pays, la Côte d'Ivoire, en matière d'investissement dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, mais les taux là, malgré tout ce que les cocoras, les turiféraires de ce régime-là peuvent se promener pour dire, mais s'il y a développement entre eux, s'il y a croissance en Côte d'Ivoire, mais c'est limité à Abidjan. Mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan, vous comprenez. Alors, pourquoi M. Alassane Ouattara veut se maintenir au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas à lui-même on doit aller poser cette question? Mais comme c'est à moi que ça a été posé, M. Kitoko, je vais vous dire que c'est parce que peut-être que vous êtes dans le secret des dieux, Dr. Eric. Non, je ne suis pas là-bas, mais voilà ce que je vais dire. C'est parce que c'est un autocrate. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas en la démocratie. De trois, c'est parce que ce monsieur-là a fait des promesses avec la main peut-être gauche qu'il n'arrive pas et qu'il ne peut pas réaliser avec la main droite. Vous savez que c'est ce monsieur-là. Moi, j'ai un ami avec qui j'ai fait le lycée, qui est enseignant en Côte d'Ivoire. En son temps, en 2010, quand nous parlions, il m'a dit, mais laissez-le faire ces 2 ans, ces 2 mandats. À la fin, il va partir et puis on va respirer. Et je lui ai dit, tu penses que se battre aussi intensément là, ce monsieur-là va faire simplement que 2 mandats est parti, bon, l'histoire va nous priver ça. Moi, en le disant, ce n'est pas parce que j'ai vu ça dans un miroir que c'est ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, le monsieur lui-même donne raison à ceux qui pensent que tout ce qu'il a dit avant est faux. C'est un autocrate qui est dirigé et manipulé, qui n'a pas les manettes. N'écoutez pas ce que ces billes vont dire en France pour dire que non, il est le maître du jeu. Il n'est maître d'aucun jeu. Le maître du jeu politique en Côte d'Ivoire, c'est la France. Tout à travers lui.
ou bien par lui. C'est tout. Il n'est pas maître du jeu. S'il était maître du jeu politique, peut-être qu'il aurait décidé d'une autre façon, donc de monnaie en Côte d'Ivoire. S'il était maître du jeu. S'il était maître du jeu aujourd'hui, peut-être que le cacao serait payé à un prix différent. S'il était maître du jeu, peut-être que la dette de la Côte d'Ivoire aurait été réduite. Et que la dépendance de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France et d'autres États européens aurait été peut-être réduite. Il n'est pas maître de ce jeu. C'est faux. C'est la raison pour laquelle il veut toujours se détenir au pouvoir. Voilà ce que je peux dire. Mais lui seul, et puis les gens qui le supportent là, qui sont allés en France, qui sont allés là, peuvent effectivement répondre à cette question. Mais je pense que quand quelqu'un, je me rappelle dans le temps, disait que lui, il a grandi dans une démocratie aux États-Unis, dites-moi aux États-Unis, si depuis 1947, quel est le président qui a fait, à part les, comment il s'appelle, ceux qui, pour des circonstances qu'on connaît, qui est-ce qui a osé à faire 2 mandats, 3 mandats, quand on dit qu'on est démocratique, après on change la constitution pour dire oui, c'est le premier mandat de la deuxième constitution. Là même, j'accuse les Ivoiriens, M. Sissoko, pour terminer là-dessus, et juste Sarah, j'accuse les Ivoiriens. Puisqu'on dit que c'est une nouvelle constitution et que donc les comptes sont remis à zéro, mais nous tous là même là, ceux qui sont à la fonction publique là, devaient aller se remettre aussi à zéro pour dire que leur temps passé à la fonction publique là, le compte est remis à zéro, donc il ne leur reste plus 3 ans, mais il leur reste peut-être 10 ans encore pour aller à la retraite. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens, simplement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, M. Sissoko, voilà ce que je voulais dire pour répondre à vos questions. Merci. Alors, vous savez que le temps va vite quand on a un invité excellent. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je voudrais quand même vous poser ma dernière question parce que là, si je vais aller encore vers mes panélistes, je risque de rester jusqu'à un peu tard. Voilà, donc on ne va pas garder la partie technique éveillée jusqu'à demain matin. Ma dernière question, Dr Eric Eddy, après tout ce que nous avons dit aujourd'hui, et voyant ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce que là, vous savez que nous sommes devant un statu quo, rien ne bouge, rien n'avance. Le parti au pouvoir est dans sa logique, l'opposition est dans sa logique de lutte, continue de lutter, n'arrive pas à avancer. À votre avis, est-ce qu'un coup d'État aujourd'hui ne serait pas salutaire pour la Côte d'Ivoire? Si c'est ça là, avec tout le respect, cet éclat de rire là n'est pas un éclat de rire moqueur. Mais j'ai pas de problème, vous pouvez rire parce que moi j'ai ri tous les jours. Il n'y a pas de problème, non, mais je suis sérieux dans ma question. Non, mais je sais que la question est très sérieuse et je voudrais vraiment, non, c'est plutôt à vos auditeurs, auditrices que je m'adresse en disant cela. Mais l'éclat de rire que j'ai exprimé tout à l'heure n'est pas moqueur, mais en fait, c'est un éclat de rire d'approbation. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce que, numéro 1, il faudrait que ce soit clair pour tout le monde, j'ai présenté le CASPI comme un mouvement qui, depuis sa création, continue de prôner, prêcher, vouloir promouvoir une transition politique et pacifique. Cependant, avec ce que nous sommes en train de voir, que nous pouvons comparer à un certain autre nombre de situations, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et dans nombre de pays africains, les ingrédients qui ont conduit à ce que vous venez de nommer là sont réunis en Côte d'Ivoire. Sont réunis en Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça? C'est mes collègues au niveau académique, Assenso et 2 Ghanéens, son époux et des époux, voilà, donc mari et femme, tous 2 professeurs d'université qui ont écrit ce livre-là pour parler et expliquer l'émergence des régimes militaires en Afrique. Les raisons qui sont souvent évoquées par les régimes militaires pour prendre le pouvoir sont réunies en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous continuons d'appeler pour soutenir ceux qui appellent à un dialogue politique et faire en sorte que, de façon démocratique, des pressions énormes soient mises sur le régime, que ce soit au niveau national, que ce soit par l'entremise aussi des forces, j'allais dire, externes à la Côte d'Ivoire, parce que là, on parle quand même du monde dans lequel nous vivons, pour qu'il
il y ait un certain recul pour laisser la chance à la paix et la paix pacifique, la démocratie par cette paix-là. Et non la démocratie des armes. Vous comprenez? Donc, si ça Sarah, je ne botte pas ça en touche, étant donné que notre pays, la Côte d'Ivoire, le pays lui-même, a déjà connu un coup d'État en 1999. À cause du blocage, on se souvient. Le pays lui-même, à un moment donné, a souffert en 2001 de nombreuses tentatives de coup d'État, et puis le pays a souffert de la plus grande de ces cassures, c'est la rébellion de 2002. Ce sont les mêmes Ivoiriens qui sont là, ce sont les mêmes ingrédients qui sont là. Donc ça, je vais dire que ce n'est pas exclu. Tout en n'en faisant pas l'apologie, ce n'est pas exclu. C'est ce que je vais dire. Et c'est ce qu'un analyste politique, un patriote sincère, peut faire et doit dire. Aujourd'hui, il ne faut pas exclure ces possibilités-là dans les futurs politiques en Côte d'Ivoire. Et puis, si ça, Sarah, vous me permettez de dire ceci. On parle de vases communicants. Vous avez vu qu'à un moment donné, entre 2022 et 2023, donc 2021 et 2023, tout d'un coup, il y a eu une vague de coups d'État et de retour de régime militaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Niger, Mali, Burkina, Guinée, et si on veut étendre un peu en Afrique centrale, le Tchad. Mais pourquoi, dans leur tête, des gens se limiteraient à dire que ça là c'est là-bas seulement, ça ne peut pas arriver chez nous, en sachant bien que ces pays-là font partie donc de l'ensemble de la CEDEAO, qu'il y a des qu'on appelle ça là, des mouvements de va-et-vient entre ces pays-là avec nos frontières qui sont poreuses aujourd'hui que nous avons. Hier, quand on parlait de la question du terrorisme, qui mine aujourd'hui un certain nombre de pays, donc on les appelle les pays du Sahel, il y en a qui pensaient que oui, les pays de la côte sont à l'abri. Mais vous avez vu que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et même au Ghana, il y a eu ce qu'on a appelé des attentats menés par ce qu'on appelle entre-griffes des terroristes. Vous comprenez? Donc, si c'est ça, j'ai pris ces exemples-là pour dire que la question que vous avez posée n'est pas dénuée de sens. Elle a tout son sens. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, le régime de M. Alassane Dramane Ouattara et ses turiféraires devaient baisser pavillon et faire en sorte de concourir eux-mêmes aussi à éviter à la Côte d'Ivoire d'autres cassures. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Sister Sarah, 1 minute. Oui, allez-y rapidement parce qu'il ne nous reste que 1 minute. Oui, donc posez votre question. Très rapidement. Merci, docteur Eric, toujours fier de vous. Toujours fier de vous. Ce que vous venez de dire est totalement juste. Les ingrédients sont réunis pour un coup d'État. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez parlé aussi, comment ça s'appelle, les pays où les militaires ont pris le pouvoir. Mais la Côte d'Ivoire est totalement différente. Les pays où le Burkina a combien de coups d'État? Le Mali a combien de coups d'État? Le Niger a combien de coups d'État? Et le Tchad. Ça, c'est des pays des hommes. Quand ça ne va pas, ils prennent leurs responsabilités. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays, nous ne sommes pas dans un pays normal. Vous-même, vous avez parlé comment ça s'appelle, de la tricherie des politiciens, facilement corruptibles, ce sont des traîtres. Bon, aujourd'hui, là, Dramane Ouattara, qui va faire coup d'État contre lui? Le peuple, aujourd'hui, le peuple veut la paix. Le peuple veut un dialogue. Mais l'opposition refuse. Parce que Dramane Ouattara est convaincu corps, âme et esprit que c'est de son côté qu'ils sont forts, que du côté de l'autre, ce sont des faiblards. Je ne vais même pas employer le terme famillette. Ce sont des gens faiblards. Au moment où vous et moi, en train de crier, nous ne voulons pas que 2010 se répète, nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup de morts à une élection. Mais Dramane Ouattara, il s'en fout de ça. Il s'en fout. Parce qu'il sait que même quelle que soit la mauvaise manière qu'il va gouverner, les Ivoiriens ne vont jamais faire coup d'État contre lui. Ceux qui sont capables de faire coup d'État sont de son côté.
Donc, je vous remercie et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce que j'ai dit, vous pouvez ajouter, mais les Ivoiriens sont des faiblards. Parce que le premier coup d'État, ce sont les gens de Dramane Ouattara. Le deuxième coup d'État, ce sont les gens de Dramane Ouattara. La rébellion, ce sont les gens de Dramane Ouattara. Ça veut dire que on constate que la force se situe de leur côté. On vous a bien compris. Et de l'autre côté, ce sont des faiblards. Merci. Merci, M. Dougan. Allez-y, docteur, pour répondre à cette question. Oui. L'intervention du docteur, docteur Dougan, de M. Dougan, je l'appelle l'expression, vous voyez, du cynisme. Et ça a tout son sens aussi. Ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Parce que même en dehors d'un coup d'État, il y a la pression de la rue qui quelquefois amène des régimes à fléchir, à reculer et à céder à la volonté de la population. C'est pour nous et moi qui ai étudié et enseigné les mouvements sociaux, mais il y a effectivement, en dehors de la prise des armes, ce que d'ailleurs nous souhaitons en dehors de la prise des armes, un certain nombre de choses qui se font. Sister Sarah, je voulais donner l'exemple, puisqu'il a cité, il dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont des famillettes. Encore une fois, j'appelle ça le cynisme. OK? Et ce cynisme-là a tout son sens. Il a tout son sens parce que cette force-là, effectivement, qui au quotidien, de la part des travailleurs, des travailleuses, ici et là, pour accentuer au quotidien ou bien hebdomadairement, pour ne pas dire mensuellement, une pression sur le régime actuel pour le faire reculer, s'est montré pendant les 15 années quasiment inexistant. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas ça. Donc je suis d'accord avec lui. Mais nonobstant ce fait, je suis aussi d'accord, je suis heureux, que M. Dougan lui-même reconnaît que ces ingrédients-là existent toujours. Je vais vous dire, honnêtement, même dans la situation la plus difficile que la Côte d'Ivoire traversait en 1995, après l'élection du président Henri Konan Bédié et tout ce qu'on a vu dans l'échiquier politique, qui honnêtement pensait que la Côte d'Ivoire allait vivre ce qu'elle a vécu le 24 décembre 1999. On était tous optimistes. Moi-même qui vous parle, je donnais cours à Temple University et je disais à mes étudiants justement parlant donc de la situation de l'Afrique, c'était un cours sur l'Afrique, donc qu'on appelle ça, de l'évolution politique en Afrique. Je disais que quand vous regardez un certain nombre de pays, il y en a qui sont restés des pays où il n'y a jamais eu de coup d'État. J'ai cité le Sénégal, j'ai cité la Côte d'Ivoire. 2 jours après, il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire. Ou bien quelques temps après, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Qui imaginait qu'effectivement nous allons en arriver là? Et puis ensuite, il y a eu la situation de 2001, lorsque le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. En septembre 2002, en août 2002, avant septembre, il y a eu ce qu'on appelait la rencontre des, je ne sais pas combien de grands ou etc. à Yamoussoukro. Il y a eu cette rencontre. Au sortir de cette rencontre, tout le monde était optimiste pour dire, ah d'accord, on se remet sur la voie qui va nous amener à un dialogue politique, qui nous amène vers un dialogue politique franc et une situation politique vraiment décompressée, comment on appelle ça, une situation politique vraiment apaisée. C'était en août 2002, pour ceux qui se rappellent. Et en septembre, on a connu notre 11 septembre aussi, comme les États-Unis ont connu le 11 septembre. Notre septembre aussi est arrivé. Et c'est quoi? Jour pour jour, une année après, la Côte d'Ivoire est tombée. Elle est tombée si bas que jusqu'à aujourd'hui, là, on n'arrive même pas même à se relever convenablement. Vous comprenez? Donc, je veux dire que dans les mouvements politiques, dans le comportement politique, les hommes, les sociologues, les anthropologues ont beau faire des études et étudier des choses, il y a une donne, quand il en vient au comportement des hommes, qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est celui du changement. Exemple, aux États-Unis, bon, je ne vais pas parler de ça. C'est pas le bon exemple, c'est pas le moment approprié. Mais je vais dire que M. Kwasi Dougan a levé des points qui sont justes.
ça n'occulte pas le fait que les ingrédients sont réunis pour amener la Côte d'Ivoire vers la mêlée. Et puis ensuite, on n'a pas envie quand même, tout en tirant la sonnette d'alarme et en chicotant les hommes politiques de l'opposition, y compris moi-même, pour le fait que nous n'avons pas encore réussi à inverser les tendances avec les méthodes que nous utilisons. Voilà, parce qu'il faut le dire. Je veux, si tu es là, peut-être en terminant, tirer le chapeau aux Ivoiriens. C'est vrai que les Ivoiriens font beaucoup de cassements de papier. C'est vrai que les Ivoiriens sont aujourd'hui dans un état, quelquefois tu te demandes même s'il y a une prise de conscience, c'est vrai. Mais comme je le dis, je reste bêtement optimiste qu'au sein de cette population ivoirienne, il y a encore, dans toutes les ethnies, des gens qui ont encore la fibre patriotique bien prononcée. Et qui sont prêts, et prêts, si ce sont des femmes, à travailler pour une Côte d'Ivoire qui soit une Côte d'Ivoire où il y a moins de problèmes que nous sommes en train de vivre maintenant. Des clivages que nous avons. Je continue de croire qu'il y a des Ivoiriens qui existent comme ça. Moi-même, je fais partie de ces Ivoiriens. Je ne me vois pas. J'ai dirigé aux États-Unis l'association des Ivoiriens de la vallée de la Verte pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai continué de dire à mon bureau qu'à chaque fois qu'on a une fête, il faut faire en sorte que tous ceux qui croient qu'ils sont Bousmani ou bien qui sont du Nord soient à cette fête. Moi, je parcourais les mosquées à chaque fête d'indépendance pour qu'il y ait prière soit dans les églises, prière dans les mosquées pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les gens se mettent ensemble. Et je sais que des gens comme moi, là, il y en a beaucoup, il y en a même qui sont mieux que moi. Là, je le crois. Donc, M. Kwasi Dougan, je salue votre civisme qui est une réflexion de la vérité palpable qui existe en Côte d'Ivoire et je comprends ce que vous êtes en train de dire, c'est pour fouetter l'orgueil des Ivoiriens. Et vous avez bien fait de dire ça. Mais je suis optimiste. Et je pense que les ingrédients de ce que Sister Sarah a dit là existent. Sister Sarah, désolé, voilà où je voulais... non, il n'y a pas de problème, vous êtes l'invité, donc c'est tout à fait normal que vous vous étendiez un peu sur les questions. Ça permet aux auditeurs d'avoir les réponses à leurs questions qu'ils n'ont pas l'opportunité de poser. Voilà, on est vraiment content de vous avoir reçu et on va juste vous permettre de donner votre mot de fin ce soir et puis voilà, on va se dire au revoir. Allez-y, docteur Eric Eddy, pour votre mot final. Merci, Sister Sarah, pour l'opportunité et je crois qu'on a bien fait de caler cette édition pour aujourd'hui que d'attendre jusqu'à lundi parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Merci de m'avoir reçu au nom des camarades du CACI qui sont tous et toutes en ligne pour les hommes et toutes pour les femmes. Première chose. Deuxième chose, à l'ensemble des auditeurs et des auditrices qui nous ont suivis aujourd'hui, même si momentanément j'ai quitté l'enseignement et la recherche, enfin la recherche elle continue toujours, l'enseignement, je dis toujours aux gens que en terminant mes interventions, si vous pensez qu'aujourd'hui je n'ai pas été à la hauteur, ne me rejetez pas, mais donnez-moi une autre opportunité pour pouvoir faire mieux parce que je crois à la deuxième chance. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai eu faim et que je n'ai pas mangé avant l'émission, donc, etc., etc. Troisième chose, la Côte d'Ivoire est en train de foncer encore une fois tout droit dans le mur. Le 29 mai, nous avons pris l'opportunité d'organiser une conférence de presse au National Press Club. Le choix de ce lieu mythique-là est délibéré. En ce sens que nous avons voulu porter la question de la Côte d'Ivoire, encore une fois, sur l'échiquier politique mondial. Le National Press Club, on le connaît. On sait ce qu'il fait dans la diffusion donc, de l'information. Les actions que nous avons menées, ou bien cette action-là sera suivie de beaucoup d'autres actions. Mais nous sommes contents d'avoir mené cette action-là parce que la Côte d'Ivoire fait partie des États africains qui comptent aux yeux d'un certain nombre d'États dans le monde, à commencer par les États-Unis. Mais en même temps, ce pays, la Côte d'Ivoire-là, est en train de montrer encore une fois beaucoup de signes. Signes que tout droit nous fonçons dans un mur. C'est la raison pour laquelle le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire vous invite à un éveil de conscience. S'il y a eu le Rwanda, il y a eu le Burundi, il y a eu la Côte d'Ivoire, il peut y avoir la Côte d'Ivoire bis.
à l'image de ce qui s'est passé dans les autres pays. Si nous ne voulons pas y en arriver, le dialogue politique que les formations politiques appellent de tous leurs vœux, c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. Et nous pensons que les Ivoiriens et Ivoiriennes, vous avez encore cette capacité-là de réaction. À tous ceux et à toutes celles qui sont découragés, ce n'est pas le moment de se décourager. La vie des hommes est parsemée quelquefois d'embûches, mais la défaite appartient à ceux qui n'entreprennent jamais. Vous pouvez dire que depuis plus de 12 ans, on entend le docteur Eric dire et puis rien ne se passe, mais au moins, nous, au CACI, et peut-être avec d'autres personnes aussi, et d'autres formations politiques, auront eu le mérite d'avoir essayé pour qu'un jour le ciel s'ouvre et parle. Mais si on ne sait pas, on ne va pas y arriver. Donc je vous appelle à prendre votre place. Il ne faut pas dire que moi, la politique ne m'intéresse pas. C'est une fausse assertion. La politique, elle est à tous les niveaux. Qui mange, c'est la politique. Qu'est-ce que qui mange, c'est la politique. Combien est-ce que ça coûte qu'on mange, c'est la politique. Combien est-ce que ça ne coûte pas, c'est la politique. Qui vient ramasser les ordures, c'est la politique. Pourquoi les caniveaux sont bouchés et que l'eau suit les gens, c'est la politique d'assainissement. Qui a vendu la terre, c'est la politique. Tout est politique. Intéressez-vous, posez des questions. Le CACI, vous n'avez pas de formation politique, le CACI vous attend. Enfin, Sister Sarah, je voudrais lancer un appel aux partis politiques. Allez-y. Nous sommes à un autre tournant. C'est vrai que peut-être que nous n'avons pas les richesses pour soudoyer, amadouer ou bien corrompre les esprits, mais nous pensons que, comme Kwame Nkrumah le disait, toute action politique sans philosophie est vaine ou bien vouée à l'échec, et toute philosophie sans action politique pour l'appuyer, pour la mettre en application, est elle aussi vaine. Le CACI, c'est à la fois la réflexion, mais c'est aussi l'action. Même si vous estimez que nous sommes faibles quand il arrive à l'action, à cause de notre structuration, au niveau des idées, nous n'avons rien à en dire. C'est pourquoi nous lançons cet appel-là aux partis politiques, surtout à leur représentation aux États-Unis. Le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire est votre allié et partenaire numéro 1. Que ce soit le PPACI, que ce soit le PDCI-RDA, le MGC, le Front populaire ivoirien, le CACI est votre partenaire idéal pour avancer dans cette lutte-là. Arrivons à faire taire le COGEP aussi, j'allais dire, arrivons à faire taire donc les dissensions qui existent présentement, les égos qui ont miné l'opposition et continuent de miner l'opposition pour que nous puissions gagner ce combat-là. La dernière phrase pour nous, c'est de voir les partis de l'opposition emboucher la trompette de la transition politique en Côte d'Ivoire. C'est la seule et meilleure alternative du moment pour sécuriser les Ivoiriens et puis leur donner confiance, que ce soit les Ivoiriens qui sont aujourd'hui en soutien massif au régime qui est au pouvoir, que ce soit même ceux des ressortissants des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire qui vivent en Côte d'Ivoire qui ne sont pas rassurés. Il est de notre devoir de les rassurer pour que notre pays vive en paix. Je vous remercie, Sister Sarah, pour l'opportunité que vous avez donnée ce soir et nous serons en tout cas prêts à revenir tant que possible sur votre antenne pour entretenir et puis parler à nos auditeurs. En ce qui concerne le docteur Eddy, il reste farouchement déterminé à voir son pays avancer. Je vous l'ai dit tantôt, je continue de croire qu'il y a des Ivoiriens, même mieux que moi, qui veulent voir et qui sont capables de placer ce pays-là dans une dynamique qui fait qu'elle retrouve ce que les gens ont appelé l'oasis d'antan sous le président Houphouët-Boigny, et même dire mieux que ça. Tous ceux qui disent qu'en 15 ans, M. Alassane Dramane Ouattara a fait mieux que Houphouët-Boigny ne sont que des démagogues. Et je leur demande de faire très attention. Les Bruno Nabagné-Koni, etc., etc. Le président Houphouët-Boigny a dirigé un pays, la Côte d'Ivoire, où toutes les ethnies se frottaient. Vous dirigez un pays où il y a des clivages et vous devez vous comparer à celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire à ses premières heures pendant plus de 30 ans. Il faut faire très attention. La construction des ponts
la construction des édifices sur l'argent public, et puis on y met les noms, son propre nom, c'est-à-dire on prend l'argent du public, on construit un stade, et puis on appelle stade tel, il ne faut pas comparer ces choses-là au président du pouvoir. Je leur demande de faire très attention. Il y a un chef politique qui a dit, trop c'est trop, et ils vont trop loin. Je suis d'accord avec lui. Ils sont arrivés trop loin. À Mamadou Touré, je dis que quand on est jeune et qu'on n'a pas d'aspiration, on se tait. Mais quand on a des aspirations, on ne regarde pas quelqu'un qui est né dans la période des années 60, un homme politique, et on va s'arrêter pour dire il ment. Ce n'est pas décent. Ce n'est pas décent. Surtout pour un jeune comme lui. C'est la raison pour laquelle il y en a qui pensent que même nous-mêmes qui sommes les jeunes là, on n'est pas capable de faire mieux. Donc, je les appelle à la retenir. Faisons attention. À M. Anaki, qu'on appelle ça, Kobena Djoumani, qui lui, tous les jours, dit que c'est devant sa femme, seul peut-être qu'il peut dire qu'il est candidat, je lui demande de respecter la gente féminine en Côte d'Ivoire. C'est une injure qui est faite aux femmes des hommes du RDR, même si elles ne parlent pas, que de dire que c'est devant elles seulement que leurs maris peuvent aller s'arrêter pour dire qu'ils sont candidats. Ça veut dire que quand ils vont dehors, ils ne sont pas hommes. C'est une injure. Et on n'injurie pas la gente féminine surtout, et les Ivoiriens parce qu'on est au pouvoir. Qu'ils fassent attention. Nous sommes prêts à nous engager aussi dans ce mouvement trop c'est trop. Parce qu'effectivement trop c'est trop. Je vous remercie pour ce soir. Voilà. Trop c'est trop. Merci Dr Eric Eddy. Merci à vous, nos auditeurs, et à tous ceux qui ont participé à cette émission. C'est avec joie que nous vous avons apporté le savoir et nous espérons que ça va aider les Ivoiriens à se réveiller. Bonsoir chez vous et on se retrouve la semaine prochaine.